Thierry, merci aux organisateurs de ce colloque de leur invitation. En vérité, j'ai écouté beaucoup toutes celles que j'ai pu de communication dans les ateliers et je me rends compte que dans votre communauté, que je perçois peut-être en caricaturant comme une communauté des sciences du langage, a beaucoup de choses en commun et à partager avec les autres communautés de recherche que je fréquente et en particulier avec ce que je vais vous dire. Bien, alors sur le programme, ça s'intitule « Qu'est-ce qu'être natif du numérique ?» Ici, sur cette diapositive, on retrouve la question de la naissance, mais avec ce petit jeu de mots homophonique, cette espèce d'homophonie heideggerienne. Je ne sais pas, naître et être au monde, je vais essayer d'illustrer au-delà du jeu sur les mots, ce qu'il y a derrière en termes d'idées. Donc ça s'intitulera « Naître au monde à l'ère numérique » pour aujourd'hui. Je précise d'emblée, mais je pense qu'ici, je n'ai pas tellement besoin d'insister là-dessus, mais parfois dans d'autres cercles de communautés, je suis obligé de le faire. Je précise que j'ai un parti pris, que je préfère annoncer d'emblée, c'est plus simple, qui est que j'envisage le numérique comme un milieu symbolique, dans lequel il se joue des questions de sens avant tout, comme une nouvelle culture, comme peut le dire par ailleurs Milad Douehi, par exemple, à travers la notion d'humanisme numérique. Mais aussi, puisque Thierry rappelait gentiment que je suis enseignant-chercheur en design désormais, le numérique comme une matière créative, comme il y a eu à un moment donné l'invention du béton, eh bien, il me semble que le numérique c'est un matériau et pour les designers et les créatifs, c'est justement comme le bois, quelque chose qu'on travaille. Mais pour quoi faire? Pour réinventer les manières d'être et de vivre ensemble, de pratiquer, d'enseigner, d'apprendre en ligne, n'est-ce pas, et autres usages. Nous, en design, on s'intéresse potentiellement à tous les usages, qui est parfois un peu étourdissant, mais aussi stimulant. Voilà, donc je ne vais pas opposer le numérique et l'humain, pas du tout, je vais au contraire montrer comment les deux se nouent et se couplent pour faire avancer ce que nous sommes. Voilà, alors ce sera en 3 temps. Le premier temps que je vais essayer de ne pas faire durer trop, c'est un moment où je vais juste poser quelques concepts, parce qu'on n'est pas issus des mêmes communautés scientifiques, donc quelques concepts dont je me sers dans l'approche philosophique des techniques que je développe, et qui est plus exactement une approche de phénoménologie de la technique. Je rappelle très simplement ce que tout le monde sait déjà, que la phénoménologie, c'est considérer ce qui se passe autour de nous et devant nous comme des phénomènes, c'est-à-dire comme ce qui, phaino en grec, nous apparaît, s'offre au vécu, à la perception vécue, et donc faire de la phénoménologie de la technique, c'est faire le choix de ne pas aborder d'autres points de vue ou éclairages sur la technique, qui par ailleurs existent, et qui ne sont pas niés ou reniés dans cette approche, mais de simplement se concentrer sur cet angle de vue dont on va voir qu'on peut tirer beaucoup de choses. Voilà, donc la technique comme ce qui s'offre à la perception vécue, ça va être l'angle d'attaque de mon propos. Alors, il y aura 2-3 mots comme ça, comme on aime bien en philosophie, un peu bizarre. Celui-ci, il n'est pas de moi, donc ça tombe bien. Il est de Bachelard, phénoménotechnique. Bachelard a assez bien montré, il y a 100 ans, lorsqu'il découvrait, lui, prof de physique de collège au départ, lorsqu'il découvrait la nouvelle physique, la physique nucléaire, la physique d'Einstein, la physique quantique aussi, etc. Bon, bref, il a beaucoup insisté sur la notion de phénoménotechnique. On peut l'expliquer très simplement en rappelant que le noyau atomique, dans les années 1910, c'est une hypothèse théorique. Ça n'existe pas comme phénomène perçu, vécu, observable. À vrai dire, ça n'existe toujours pas comme ça, parce qu'on ne peut pas recueillir les noyaux atomiques dans le jardin et les observer dans le creux de la main, mais on va voir qu'on a pu les rendre observables. Donc au départ, voilà, ce sont des hypothèses théoriques, des êtres de raison finalement, et puis dans les années 30, on construit des accélérateurs de particules, donc des dispositifs techniques qui transforment en réalité observable le noyau atomique. On fait s'entrechoquer à très grande vitesse les atomes, les noyaux éclatent, on observe les réactions grâce à des appareils. Et Bachelard de cela a dit quelque chose d'assez simple et assez passionnant. Il a essayé de montrer que la science atomique moderne, la science de l'atome, la physique quantique, etc., n'était pas une activité de description de phénomènes comme on pouvait le croire naïvement autrefois, mais c'était une activité de production de phénomènes, c'est une activité qu'il a appelée phénoménotechnique. Grâce à des techniques, des appareils, des instruments, on fait apparaître des phénomènes, c'est-à-dire on les phénoménalise, on les rend observables, même si c'est par la médiation des appareils, puisqu'encore une fois, on ne recueille pas les atomes dans la main.
Alors moi j'ai tiré de cela une leçon. J'ai généralisé l'idée de la phénoménotechnique à tous les phénomènes. Au lieu de restreindre cela aux phénomènes scientifiques, atomiques, il m'a semblé intéressant, philosophiquement parlant, d'étendre cela à tout. Et d'essayer de tester l'hypothèse, qui prend corps depuis que je la travaille, de tester l'hypothèse selon laquelle la technique a une espèce de pouvoir phénoménologique, de capacité philosophique, en l'occurrence ici phénoménologique, une capacité à engendrer la phénoménalité, la capacité d'être phénomène, c'est-à-dire la possibilité d'apparaître, et donc d'apparaître comme réel, puisque généralement, malgré Platon, on a souvent l'habitude de confondre ce qui est réel avec ce qui est perçu. Pensons à Matrix, on y reviendra. Alors, quelques exemples, très simples, pour aussi retomber dans des situations faciles à identifier. Des techniques différentes avec des caractéristiques différentes, la cire chaude, le halo de lumière de la bougie, par rapport à l'ampoule à incandescence d'Edison, désormais aussi déjà devenue obsolète d'ailleurs, on voit bien que c'est intuitif, que les techniques, en fonction des caractéristiques précises des objets, engendrent des perceptions différentes et donc une manière d'être au monde, comme dirait Heidegger, différente. Ce que moi j'appelle même une manière de se sentir au monde, avec cette épaisseur émotionnelle du vécu. Et ça, on le voit assez bien dans ce qu'on ne peut plus, nous, vraiment se représenter, mais ce que Raoul Dufy, en 1937, représentait ainsi via une commande de la compagnie parisienne de distribution d'électricité, qui lui avait demandé de représenter par la peinture une espèce de miracle de l'arrivée de l'électricité dans les foyers. La fresque immense s'appelle la fée électricité, elle parle assez bien d'elle-même, de cette dimension perceptive, magique. L'électricité dans les foyers a été perçue comme quelque chose d'assez magique dans la manière dont ça a modifié la perception. Il y avait de l'espace, de l'autre dans l'espace. Si on faisait cette conférence ce soir à la bougie, on ne vivrait pas les mêmes qualités perceptives dans notre interaction relationnelle, on ne vivrait pas les mêmes modalités qualitatives de notre coprésence en face à face, etc. Donc c'est déjà arrivé, on pourrait prendre d'autres exemples, c'est déjà arrivé qu'il y a des techniques bouleversantes bouleverse justement notre manière de percevoir et la manière pour le monde d'apparaître, le monde, les chaises, les tables, les artefacts, les humains, tout ce qui fait monde. Bien, donc finalement, alors voilà un autre mot, cette fois-ci c'est celui que je propose moi, très simplement je le reprends de Mircea Eliade qui le développe très peu, vous savez dans le sacré et le profane, Mircea Eliade parle de la hiérophanie, la manifestation du sacré, c'est son objet d'étude. Puis il glisse deux fois le mot ontophanie, la manifestation de l'être, qui est une autre façon de parler de phénoménologie, la manière dont l'être, ontos, nous apparaît phaino. Alors moi je prends ce mot, parce qu'il y en a eu d'autres, Simondon a parlé de technophanie, enfin on se perd un peu dans les phanies, heureusement c'est pas l'épiphanie en ce moment, on simplifie les choses, mais ontophanie c'est l'idée, voilà, tous les phénomènes sont phénoménotechniques. Ça veut dire qu'en ce moment même, le fait même que nous soyons présents les uns aux autres, a une dimension technique invisible, qu'on pourrait appeler en termes kantiens transcendantale. On ne voit pas qu'en ce moment même, il y a des facteurs techniques qui structurent l'expérience possible que nous faisons de notre présence. En fait, on le voit un peu parce qu'il y a pas mal d'appareils qui nous entourent, là, notamment qui m'entourent, mais même s'ils n'étaient pas là, il y a des appareils aussi que sont les tables, que sont les murs, qui sont des conditions de possibilité de ce moment dans sa dimension perceptive et vécue. Bref, donc ça nous permet, premier avantage de cette approche, de sortir de la vision instrumentale de la technique. Les techniques sont des outils, il faut qu'on en sorte de ça parce que c'est insupportablement restreint. Donc ici, on va envisager l'idée que les techniques sont des structures de la perception. Sans qu'on s'en rende compte, elles structurent qualitativement le monde que nous percevons, les échanges que nous percevons. Et vous avez compris, pour l'instant, on a un point de vue très général, ça s'applique potentiellement à toute situation d'usage et pas seulement aux situations pédagogiques qui vous intéressent. Donc là, on peut aussi jouer sur les mots, mais ce n'est pas qu'un jeu de mots, parce que depuis Benjamin ou Pierre-Damien Huyghe, il y a des théories de l'appareil qui sont assez intéressantes, qui montrent comment, chez Benjamin, par exemple, l'appareil photographique est un appareil de perception. Et donc on peut mettre en résonance, la langue française s'y prête bien, appareil et apparaître, pour illustrer l'idée qui pourrait exister sans ce jeu de mots, je vous rassure, l'idée qu'effectivement il se joue quelque chose de subtil entre l'apparaître et l'appareil. Donc quand je dis apparaître, pour moi, ça inclut tous les artefacts. Un stylo, c'est un appareil, et je n'inclus pas forcément d'électronique ou de la technologie avancée. Donc matrice ontophonique, matrice, c'est l'idée du moule, c'est l'idée que les techniques elles viennent mouler de perception. Que forcément la perception de la présence ou du face-à-face à l'époque de la bougie, c'est pas la même qu'à l'époque de l'électricité. On va le voir dans d'autres cas de figure. Alors là, on pourrait du coup relire toute l'histoire des techniques. Je vais le faire en 5 images, vous me pardonnerez pour les caricatures, il y a plus de détails dans le livre.
Mais on parle avec Thomas Kuhn dans l'histoire des sciences de paradigm shift, de changement de paradigme dans l'histoire des sciences. On peut aussi parler dans l'histoire des techniques d'ontophanie shift, de changement d'ontophanie. Parce qu'en effet, si on envisage les techniques comme je viens de le décrire, matrice ontophanique, manière de, je sais pas, structure de la perception, ça veut dire qu'il faut relire toute l'histoire des techniques comme des moments de bouleversement perceptif, de bouleversement ontophanique, de bouleversement de la manière dont l'être nous apparaît, au sens vraiment très phénoménologique du terme. Donc on pourrait dire que dans tous les grands moments de l'histoire des techniques, il y a comme ça un renouvellement des structures techniques de la perception, donc un renouvellement qualitatif. C'est là où c'est de la phénoménologie et c'est un peu subtil à ressentir, mais tout de même, un renouvellement qualitatif de notre sens du réel, de notre manière d'être au monde, ou comme je dis, de se sentir au monde. Ça pourrait être une image qui représente l'ontophanie de la Renaissance. Alors là, encore un autre mot, mais pas de moi, tant mieux. Lewis Mumford parle de éotechnie pour parler de l'alliance ou l'alliage entre l'eau et le bois à la Renaissance. Force de l'eau, mécanisme de bois, tout repose là-dessus à la Renaissance. On est dans une ontophanie, une manière pour le monde d'apparaître qui est en continuité charnelle avec notre corps, parce que l'eau et le bois sont des matériaux vivants. Il n'y a pas d'intrusion massive d'autres types de technologies plus glaciales, on va dire. Donc, la manière dont les choses nous apparaissent dans ce contexte-là, dans le contexte d'un système technique éotechnique, eau et bois, n'est pas qualitativement la manière dont le monde nous apparaît au moment de la première révolution industrielle, pas seulement parce qu'il y a de la fumée noire dans le ciel, mais c'est le moment de la machine à vapeur, du charbon, du métal, du chemin de fer, des boîtes de conserve, des bateaux à vapeur. C'est tout un autre monde, un autre environnement artefactuel qui s'installe, donc un autre environnement perceptif qui s'installe, qui n'est encore pas le même à la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution de l'électricité dont on parlait tout à l'heure et du moteur à explosion en particulier, du pétrole, qui, là, on le voit, commence à dessiner un paysage perceptif qui est encore un autre, même si on s'interroge sur sa durabilité. Et puis, avec l'invention de l'ordinateur et des nouvelles pratiques informatiques, avant qu'on parle de numérique, eh bien, on s'est demandé comment on allait finir, si on n'allait pas finir comme sur cette image bien connue et drôle, si on n'allait pas finir comme au départ de l'évolution humaine, c'est-à-dire perdant la station debout avec des mâles de dos, le mal du siècle, devant nos écrans. Et où là, l'immersion est telle dans les écrans que le ciel, c'est comme on le voit là, un fond d'écran pour nous. Hein. C'est une capture typique du fond d'écran de Windows XP, je pense. Ça date un peu, mais c'est fait exprès. Et maintenant, on est dans autre chose, c'est-à-dire la manière dont les choses nous apparaissent, les êtres nous apparaissent, les autres nous apparaissent. On est dans cette ontophanie numérique-là, c'est-à-dire une manière d'être au monde et de se sentir au monde qui est structurée, organisée par des appareils numériques qui sont devenus mobiles, ubiquitaires, etc. On pourrait ajouter les objets connectés, les imprimantes 3D, ce que l'avenir nous dessine avec le big data, et j'en passe. Bien. Donc, dans ce fameux tuyau numérique auquel aiment le réduire ceux qui ont une vision instrumentaliste de la technique, eh bien, il se joue des choses bien plus subtiles que de la tuyauterie. Et c'est là où on fait un peu de philosophie, finalement. C'est de montrer que dans ce tuyau, dans cet outil, il se joue une relation subtile entre l'humain et la manière dont il est en lien, en relation avec le monde. Donc, le rapport perceptif au sens le plus fondamental du terme. Donc, finalement, nous sommes tous des technological natives. On parle beaucoup des digital natives, sur lesquels on reviendra, puisque le titre de ma présentation s'appelle Naître. Naître au monde, qu'est-ce qu'être natif? Et justement, je voudrais déjà commencer par compliquer le problème en montrant qu'on est tous natifs d'une technologie, que ce soit natif du papier, du chemin de fer, du livre, de l'imprimerie, de la télévision, les enfants de la télé, comme dit la formule, natifs du numérique, dit-on aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous appris, enfants, adolescents, à percevoir, parce que ça s'apprend la perception du monde, comme on apprend à marcher. On a tous appris à percevoir, mais on a appris à percevoir à notre insu, d'une certaine manière, dans un contexte technologique. À mon avis, c'est pour ça qu'on a tant de nostalgie, en tout cas c'est un des facteurs, avec les objets de l'enfance, et qui portent une empreinte phénoménologique qu'on a perdue. Un rapport perceptif au monde, une manière de se sentir présent au monde qu'on a perdu parce qu'on a adopté d'autres objets. Mais l'idée, elle est là. Nous sommes tous natifs d'une technologie, c'est-à-dire nous avons tous appris à négocier notre rapport au réel avec des objets qui, selon l'âge qu'on a, peuvent avoir disparu.
Donc, peut-être que de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de fracture numérique, générationnelle, du moins au plan phénoménologique, parce qu'il y en a d'autres au plan économique ou politique, évidemment. Mais il y aurait plutôt l'idée qu'il y a des matrices ontophaniques qui sont datées. En fait, nous vivons tous avec une sorte de matrice ontophanique, c'est-à-dire nous avons tous une manière d'être présent au monde, et le monde a pour nous une manière d'être présent à nous, qui n'est pas forcément la même selon l'âge ou selon, on va le voir, le choix d'appareillage que l'on a fait, parce qu'en fait, digital native, on sait aussi, c'est une expression problématique, puisqu'on sait très bien qu'on peut être âgé et être geek, comme on peut être jeune, et vous l'avez montré déjà dans certains ateliers, et pas forcément très habile avec certaines technologies numériques, lorsqu'il ne s'agit plus d'être dans la sociabilité, mais par exemple dans l'apprentissage d'une langue. Donc on va voir que moi j'essaie de compliquer aussi cet aspect en montrant que finalement chaque génération avance son rapport perceptif au monde avec des objets, qui fait qu'on peut aussi ne pas en vouloir du numérique. Bon bah moi c'est trop tard pour moi, je veux pas m'y mettre, je fonctionne très bien avec le papier, pourquoi pas? Après tout, il y a des gens qui n'aiment pas les voitures et les motos. On peut aussi ne pas aimer les photocopieuses, puisqu'il y a des gens qui disent « Ouh là là, mais moi les photocopieuses, je ne les comprends pas, elles m'aiment pas ». Donc il y a ce rapport complexe entre l'humain et l'objet qui est parfois vécu comme un autrui. Bref. Alors ce qui est intéressant, c'est de se déplacer dans la biologie, et je trouve que chez Jacob von Uexküll, c'est toujours difficile à prononcer, je trouve que Jacob von Uexküll, avec sa notion d'Umwelt, c'est-à-dire de milieu perceptif, tout biologiste qu'il est, il est grand phénoménologue, puisqu'il nous a notamment appris ce que l'on va résumer ici, c'est que les animaux ont des mondes propres, des Umwelt, des environnements sensoriels propres, et ils ne voient pas le monde comme nous, ils ne le perçoivent pas comme nous. On sait que l'abeille voit les ultraviolets, par exemple, nous non, imaginez si on voyait les ultraviolets à chaque instant. Là, on voit la chambre de l'humain, de l'être humain, de l'homme, la chambre du chien, la chambre de la mouche, c'est-à-dire c'est une tentative de représenter comment est perçu visuellement et en couleur l'environnement selon les espèces animales. Donc il y a des analyses superbes d'Uexküll sur le monde de la tique, quel est le monde perceptif d'une tique, c'est assez sidérant. Je vous invite à regarder si ça ne vous est pas déjà familier, puisque c'est un ouvrage un peu ancien. De cela, moi je tire l'idée que les techniques ne sont pas seulement des milieux techniques, comme d'autres le disent, mais des milieux ontophaniques, c'est-à-dire des milieux technoperceptifs. On vit dans une espèce de bain, en fait, à chaque époque. Si on était né à la Renaissance, on ne vivrait pas dans le même bain technoperceptif. Et c'est ce que Uexküll, lui, il ne parle pas de milieu technique, mais il dit que les animaux, il faut imaginer, imaginons on est dans un champ, il y a plein d'abeilles, chaque abeille, c'est comme s'il y avait une bulle de savon autour d'elle, c'est-à-dire que c'est son environnement perceptif. Ben, nous aussi, nous vivons dans une espèce de bulle de savon phénoménologique qui sont datées historiquement en fonction des techniques de notre époque. Voilà. En gros, pour la première partie, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un lien très fort entre technique et perception, et que l'acte de percevoir n'est pas anodin. Il n'est pas seulement neurobiologique, on pourrait faire venir ici d'autres experts nous expliquer comment ça marche dans le cortex, l'influx nerveux, etc. Il n'est pas seulement psychologique ou émotionnel, l'acte de percevoir, il est aussi phénoménologique. Et dans cette dimension phénoménologique, qui n'est pas nouvelle telle quelle, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est de dire que dans cette dimension phénoménologique, il y a du technique. Et qu'il y a de la technicité inaperçue par les philosophes, dans le fait même de percevoir. Par exemple, Heidegger nous dit que être, c'est être là, c'est le Dasein, etc. Mais l'être là, ça dépend, c'est où le là, et c'est quand. C'est que l'être là, il est variable dans l'histoire, il est variable culturellement selon où on est, géographiquement c'est certain, mais aussi culturellement, dans quel environnement technique on vit, et on accède à la perception de l'existence, comme dirait Heidegger. Bien. Maintenant, venons-en venons-en au bain qui est le nôtre finalement, essayons de comprendre l'ontophanie numérique, la manière d'apparaître à l'heure numérique. Alors d'abord, ça a été pour nous traumatisant. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, les icônes, les forums, les chats, les blogs, puis les réseaux sociaux, puis les dispositifs connectés, et puis on ne sait pas où ça s'arrêtera, et puis les voitures autonomes, et puis les imprimantes 3D. Bon. Mais au début, dans les années 90, quand le web a pris son essor, avec cette dimension de la virtualité, c'est-à-dire de la simulation imagée, qui venait beaucoup d'ailleurs de la métaphore du bureau, inventée par les designers numériques, pour le coup, de Xerox puis d'Apple.
il y avait cette idée, voilà, dans tous nos ordinateurs, on a encore ces métaphores-là, la corbeille, les tiroirs, les fenêtres. En fait, tout ça, c'est la métaphore du bureau. C'est Sally, la secrétaire. C'est comme ça que les ingénieurs de Xerox avaient pensé le truc. Elle a des papiers qui se superposent sur le bureau, ça va être les fenêtres. Elle a sa corbeille à papier, elle a ses tiroirs, ses dossiers, etc. Et donc, cette dimension de la virtualité, avec le web, elle s'est développée, avec notamment les dispositifs d'interaction sociale qui ont d'abord été les forums, ou les canaux de chat IRC pour les plus geeks d'entre vous, et qui finalement sont les ancêtres de la messagerie instantanée. Au début, on a vécu tout cela comme quelque chose d'un peu traumatisant parce que voilà des perceptions nouvelles. Quoi. Il y a quelqu'un là au bout du fil, au bout d'une ligne de chat, qui n'est pas vraiment un fil d'ailleurs. Oui, il y a quelqu'un. Donc on a été amené à renégocier notre manière de percevoir autrui à travers ces nouveaux objets numériques qu'on a longtemps appelés virtuels et qu'en France en particulier, on a beaucoup appelé virtuel. La notion de virtuel en France, bon, peut-être que les non-français nous diront si je me trompe, mais dans mon expérience, cette notion a été extrêmement exagérée en France d'une certaine manière. On a presque du mal à en sortir. On va voir que ce que je propose permet, en tout cas, j'essaie, ou je l'espère, de l'éliminer. Moi, j'ai écrit plusieurs articles pour en finir avec le virtuel, dont un qui s'appelle « Contre le virtuel ». Vous voyez, c'est simple. Deux points, une déconstruction. On va y revenir. Pourquoi il faut en finir avec le virtuel? Bien parce que nous avons vécu dans une forme d'illusion. Pour absorber ce choc perceptif, assez troublant, tout est sur écran, etc., même s'il y a du numérique hors écran par ailleurs, on a eu besoin de croire, hein, c'est presque un symptôme au sens psychanalytique, c'est qu'on a eu besoin de croire en quelque chose, et croire en cela nous a aussi soigné, nous a aussi fait du bien. Ça nous a fait du bien de croire qu'il y avait deux mondes, qu'il y avait, comme disait la psychologue et sociologue Sherry Turkle, un second self en nous, notre deuxième moi, celui qui s'éveille quand on est dans l'ordinateur. Et qu'il y avait, du coup, comme d'autres sont servis pour inventer une nouvelle plateforme, une second life, une vie virtuelle. Et on ne sait plus à opposer deux mondes, le réel et le virtuel, contre toute tradition philosophique. On sait très bien que le mot virtuel vient d'Aristote et qui ne s'oppose pas au réel, mais à l'actuel. Tout cela a été dit et redit jusqu'à Deleuze par beaucoup de penseurs. Il n'empêche qu'on ne veut pas l'entendre, parce qu'on a besoin de croire qu'il y a deux mondes. On en a besoin parce que c'est trop troublant, cette nouveauté perceptive. Et ça, c'est intéressant parce que le mot virtuel est l'un des termes les plus saturés de sens aujourd'hui. Dans un article, j'ai essayé de distinguer 4 sens, il y en a à mon avis plus encore. Mais il y en a au moins un qu'on emploie encore, qui est encore juste, c'est quand, par exemple, lors d'une compétition sportive, j'avais noté ça lors des JO de je ne sais plus quelle année, récemment, le commentateur disait, en parlant des nageurs, notamment en parlant de celui qui était en tête, à cet instant précis, il est médaille d'or virtuelle. Médaille d'or virtuelle. Ça veut dire que, ben oui, il n'est pas encore médaille d'or actuelle. Ça n'est pas encore arrivé. C'est potentiel. C'est ce que disait Aristote. Néanmoins, on a opposé virtuel à réel, alors que ces deux termes ne s'opposaient pas. Et récemment, j'étais heureux de rencontrer par exemple Nathan Jorgensen, un jeune sociologue américain qui s'est plu, parallèlement à ce que moi je développais, à lui parler de dualisme numérique. Dualisme de l'ère numérique, il faut le comprendre comme ça, digital dualism. Et, alors il a proposé ce terme, mais ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on pratique avec le virtuel et le réel. Donc le dualisme numérique, c'est bien une croyance, en l'idée qu'il y a deux mondes séparés, un qui serait virtuel numérique en ligne sur écran, il faut ajouter ça, l'autre qui serait réel physique hors ligne, hors écran, et avec derrière une énorme métaphysique en fait, hyper platonicienne. En fait, il y a le monde de la caverne, avec les images qui défilent, c'est le monde numérique, et puis il y a le vrai monde en dehors de la caverne. C'est hallucinant de voir comment on a intégré cette métaphysique dans nos inconscients collectifs, et comment on s'est mis, alors il y a un peu d'anglais, mais je pense que ce n'est pas un problème pour vous, l'idée que le virtuel, qui était un monde simulé informatiquement, fondé sur du logiciel et de l'abstraction, un monde coupé du corps, loin de la vérité, le monde de la pilule rouge dans Matrix, le monde de l'intérieur de la caverne dans Platon, était un simulacre, une copie, un cyberespace. Je théâtralise la prononciation de ce terme parce que justement, on n'a plus tellement l'impression d'être dans un cyberespace, comme si on était dans une 4e dimension lorsqu'on est en ligne. Et le réel, on ne sait plus à le caricaturer comme étant justement en dehors de l'URL, en dehors des processus physiques, alors que le numérique c'est un état de matière qui s'analyse très bien du point de vue physique par ailleurs, ou du point de vue informatique. On s'est mis à croire voilà, que le réel c'était ce qui était tangible, ce qui était ancré dans le corps, le vrai monde,
l'authentique, l'original, IRL, comme disaient les Américains jusqu'à il y a peu, in the real life. Par chance, aujourd'hui, on dit AFK, n'est-ce pas? Away from keyboard, langage du geek, hein, vous devez pratiquer ça vous aussi, qui a peut-être encore changé depuis. Matrix 99, c'est pas là je montre cette image qui se voit, surtout pour la date. Hein. On est encore dans une époque, fin des années 90, où on croit beaucoup à ce dualisme numérique. Or aujourd'hui, on sait que le virtuel est mort. Vive le numérique, qui nous ramène, dans le mot lui-même, à la réalité objective. Ce sont des 0 et des 1, c'est une technologie. Parce que depuis 20, 25 ans, 30 ans que le web est né, s'est développé, on a appris phénoménologiquement à percevoir ce nouveau monde. On a appris à vivre dans ou avec ce fameux cyberespace. On a acquis de nouvelles habitudes perceptives. On est habitué au virtuel maintenant. On n'emploie plus trop ce terme d'ailleurs. On est habitué aux interactions en ligne, elles sont devenues routinières. Aujourd'hui, on se voit des emails, on n'a pas l'impression de passer dans le cyberespace, dans la 4e dimension. On a appris à considérer comme réel ce qui était sur l'écran. Bref, on a compris que le virtuel est réel et que tout ça tenait pas debout. Un exemple vécu intéressant, en 1998, je suis jeune prof de philo, je sors de l'IUFM, feu les UFM, et je ne suis pas encore très dans le numérique, et puis j'ai un collègue, Paul, qui me dit on va se créer un email. Un email. Qu'est-ce que c'est? C'est un courrier électronique. Waouh. Oui, on va s'envoyer des messages dans le cyberespace. Moi, j'ai cru que j'allais mettre un scaphandre. Et en fait, non. Mais Paul s'est créé une adresse, c'est symptomatique pour vous qui êtes des linguistes ou des sémioticiens ou des experts de la langue, choisissez. Je sais pas en fait. Donc, c'est intéressant de voir qu'il a choisi cyberprof@voila.fr. Son mail aujourd'hui, c'est paul.durand. Ça veut dire qu'on est passé justement d'une espèce d'ontophanie de l'anonymat, une perception d'autrui sur Internet, on ne sait pas qui est derrière, c'est anonyme, on va se prendre des pseudos, et puis on ne sait pas avec qui on interagit, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est aussi aidé en cela par les multinationales numériques qui veulent vendre et revendre nos données, donc il faut pour ça déclarer nos données, mais indépendamment de cela, phénoménologiquement, on est habitué à être plus transparent sur Internet, ça nous gêne moins. On le fait volontiers, après tout. Quand on s'inscrit sur Facebook et qu'on renseigne son profil, on choisit de le faire. Donc on supporte de le faire, voire on aime le faire. Et donc on s'aperçoit d'ailleurs que les sociologues l'ont bien montré, que finalement, statistiquement, c'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance, les personnes avec lesquelles on dialogue le plus sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, sont celles qu'on fréquente le plus hors ligne, en face à face. C'est intéressant. Donc du second self, on est passé au single self, ce qui a pu faire dire à Nathan Jurgenson que nous ne sommes pas amis tant que nous ne sommes pas amis sur Facebook. C'est une provocation inversée qui est assez intéressante parce qu'on peut aussi se servir de Facebook comme d'un critère d'évaluation du degré d'importance ou de réalité d'une amitié. Selon comment on utilise Facebook. On peut par exemple, tout le monde a essayé au moins une fois avant d'abandonner, se dire qu'on va accepter sur Facebook que des gens qu'on connaît hors ligne. Je dis qu'on va abandonner parce que c'est dur à tenir quand même. Voilà. Donc finalement, le changement que nous vivons, l'ontophanie numérique, c'est la superposition de ces deux sphères, soi-disant virtuelles, soi-disant réelles, qui montrent que nous vivons dans une réalité augmentée, un monde unique qui est hybride, qui est numérique et non numérique. Moi je dis comme ça parce que j'arrive pas à trouver mieux. Virtuel réel ça marche pas, physique numérique ça marche pas. Donc je dis numérique et non numérique. Voilà, donc finalement aujourd'hui la vraie vie, l'IRL, elle est dans l'IRL. Nous vivons dans ce nouvel environnement qui est à entendre aussi au sens de excul, comme un environnement perceptif propre à notre époque. Et par conséquent, il est à la fois numérique et non numérique, je le disais, en ligne, hors ligne, sur écran et hors écran. Moi, je pense par exemple, lors des grands moments d'actualité politique en France ou ailleurs, mais je l'ai vécu plutôt ici, je pense notamment au moment du mariage pour tous, qui a tellement fait débat en France, et beaucoup de discussions dans les familles, dans les cercles d'amitié, chez les collègues. Moi, il m'est arrivé, comme à vous sûrement, de commencer des discussions en face à face, de les poursuivre sur Facebook, etc. À quel moment on va dire, là c'était réel, là ça ne l'était pas? Vous voyez, on voit bien que ça ne tient plus beaucoup, puisque toutes les pratiques et les usages sont hybrides. Alors, moi j'ai essayé, pour essayer d'avoir une contribution phénoménologique à cette affaire, de définir cette ontophanie numérique. Je ne prétends pas l'avoir définie entièrement ou exhaustivement, mais je suis parvenu, à partir de l'expérience de ma pratique de concepteur web, notamment, à essayer de définir des caractéristiques de cette matière numérique, mais en tant que nous la percevons.
Donc, du coup, des caractéristiques de cette ontophagie. C'est pour ça que j'appelle ça des catégories phénoménologiques, parce qu'elles décrivent à la fois quelque chose qui est objectif par rapport au phénomène numérique, mais qui est surtout aussi subjectif dans la manière dont on le vit. Là, vous allez pour le moment retrouver des choses que vous connaissez, mais je ne vais pas pouvoir les développer toutes, ce serait trop long. Je vais en prendre qu'une en détail, mais il y en a qui sont là faciles à repérer. La virtualité, c'est ce caractère simulé informatiquement des interfaces. L'interactivité, c'est cette capacité, bien sûr, c'est banal, de la matière numérique à être réactive et à réagir aux réactions, interactivité. La versatilité, c'est la capacité structurelle à bugger. La matière numérique est faite pour bugger, en fait. Parce que quand on conçoit un logiciel ou un site web, avant de le livrer, il y a plein de versions de débogage. On traque le bug, en fait. Hein. Vous savez comme moi que les informaticiens, les développeurs, ils ont des outils d'ailleurs en ligne maintenant, des tickets, des systèmes de gestion de tickets où on répertorie tous les bugs reconnus par les usagers et on les règle tous. Et quand tous les bugs sont réglés, on atteint la version 1.0. Bon, après, il y a des patchs de sécurité parce qu'il y a des attaques, etc. Mais la matière numérique est faite pour bugger. Donc ça, quel est par exemple le rapport phénoménologique avec ça ? Ça, c'est objectif. Quelle est la dimension subjective ou phénoménologique? Eh bien, c'est qu'on s'habitue perceptivement à percevoir de l'instable. Maintenant, on sait qu'on peut perdre toutes ces données, parce qu'on l'a en général vécu au moins une fois. Autrefois, on parlait même du blue screen of death, l'écran bleu de la mort, dans les systèmes Windows, parce que hélas, ça arrive un peu plus souvent que dans d'autres systèmes, en tout cas à une certaine époque. Et voilà, on a tous perdu un jour des données, et là, on sait que ça peut foirer. Donc on fait des sauvegardes, on cherche des solutions, le cloud n'est jamais qu'une solution à ça. La réticularité, c'est le réseau et toute la sociabilité qui va avec. La reproductibilité instantanée, ça parle de soi-même. Hein. Pensons à Johannes Gutenberg, inventeur de la presse typographique. Si on lui avait dit que pour imprimer 500 exemplaires de la Bible, il suffit de mettre un PDF par mail à 500 destinataires, il le reçoit tout de suite. Je pense que ça me ferait un trop mal aussi par rapport au caractère de plomb et au temps qu'il fallait pour faire ne serait-ce qu'une page. Donc voilà, je vais m'arrêter sur la réversibilité parce que c'est assez parlant et puis tout le monde le ressent bien. C'est l'idée qu'on peut annuler, tout simplement. Hein, CTRL Z, pomme Z, F5, F9, que ce que vous voulez. On peut revenir en arrière. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est quasiment contraire aux lois de la physique. On sait que l'univers subit une entropie croissante, un désordre croissant. Toutes choses naissent et meurent, disait Héraclite. Nous allons tous mourir. Genre, mon excuse. Et m'excuse de le rappeler, pardon. Mais le monde est irréversible, le monde physique est irréversible, le monde humain est irréversible, malgré tout ce qu'on essaie de faire pour aller contre. Woody Allen fait dire à un de ses personnages dans Whatever Works que l'irréversibilité ou l'entropie de l'univers, c'est le fait qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. C'est pareil. Bon, il y a de l'irréversibilité, c'est une loi de la physique. Et bien dans les mondes numériques, même si j'aime pas dire monde, parce que ça entretient l'idée qu'il y en a deux, donc dans les dispositifs numériques ou les expériences numériques que nous vivons, on peut la plupart du temps revenir en arrière. Et ça, ça nous habitue à percevoir de la réversibilité, alors même qu'au fond, il n'y en a pas. D'ailleurs, en fait, on sait qu'il n'y en a pas non plus, parce qu'on peut perdre les données, parce que quand quelque chose est effacé, on peut le retrouver. Mais c'est vrai que si vous écrivez le roman de votre vie, vous en êtes à la 1000e page, vous cassez tout, et bien à CTRL Z, vous retrouvez tout. Ou si vous êtes graphiste et que vous faites du détourage de cheveux dans Photoshop, ce qui est assez pénible à faire, on peut revenir en arrière. Et ça, c'est intéressant. Un jour, je donnais une conférence dans un autre environnement, elle parlait de cela, et une maman, une mère de famille, me rapporte que récemment, son ado, après avoir fait une bêtise, vient vers elle et lui dit « Maman, CTRL Z ». Ça, pour moi, c'est du pain béni ou du petit lait, si je veux dire, parce que ça vient me confirmer dans les usages quotidiens que ce que je dis fonctionne, c'est qu'il y a bien on s'habitue à percevoir des qualités perceptives qui dérivent des qualités techniques de ces matériaux qu'on n'avait pas l'habitude de percevoir. La preuve, on recherche la réversibilité dans le monde non numérique, comme l'illustre cette image. On aimerait faire CTRL Z après un accident de voiture. Et pour nous, il y a peut-être un travail à faire pour ne pas oublier qu'on vit dans un univers irréversible. Voilà, alors ça c'est une simple image pour illustrer le fait que quand, voilà, je sais pas, un soi-disant digital native discute avec grand-père sur Skype ou autre chose, est-ce qu'on va lui expliquer que là, grand-père, il n'est pas réel, il est virtuel là, papy?
Oui, tu as promis un cadeau pour ton anniversaire, mais c'est pas réel. Et que quand il sera dans la cuisine, il sera réel. Bon, vous voyez, on sait maintenant que ça tient plus cette histoire. Donc c'est la raison pour laquelle moi je n'emploie plus du tout ce mot, ne soyez pas surpris. Et le temps est irréversible également. Et ça c'est intéressant que le papier puisse me le rappeler. Alors, un mot sur Digital Native, puisque j'en ai parlé. Si je devais adopter cette expression qui par ailleurs fait débat, de multiples manières, puisqu'on sait par exemple que l'illusion que les Digital Natives seraient parfaitement à l'aise avec le numérique est bien une illusion. Du moins sur certains usages c'est vrai, tout ce qui est sociabilité et amitié, et le reste c'est moins évident. Mais moi je pourrais éventuellement lui donner un sens phénoménologique, c'est-à-dire on est natif du numérique quand notre manière de percevoir le monde, elle est appareillée à du numérique. Et que ce n'est pas une question d'âge, mais d'appareillage. Je peux choisir de m'appareiller au numérique. Et ça c'est intéressant, on va donc le voir maintenant à travers 4 situations d'usage que je vais décrire rapidement. Tu me montreras quand il me restera que 5 minutes. Pour que je dise aussi 2-3 autres choses, mais donc je vais faire défiler ces situations pour montrer et rendre sensible cette approche phénoménologique qui, à mon avis, est finalement assez rare et peu sensible finalement, alors qu'elle peut avoir des impacts, on peut en tirer des leçons dans tous les domaines, et là on va le voir un peu plus dans la relation pédagogique. L'orthophanie de l'écoute. Comment je perçois que mes étudiants, mes élèves m'écoutent? Comment se manifeste? Comment m'apparaît? Quelle est l'orthophanie de l'écoute? Le fait d'être attentif, vaste problème vécu par tout le monde. Tout le monde a vécu ce genre de situation. Moi, j'en ai vécu une qui va être la suivante, mais qui est intéressante. Je suis dans une école de design, je fais un cours à 15 étudiants de niveau master. J'en vois un qui a une main derrière une écharpe. Je me dis, bon, attends, on commence pas à le suspecter, là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Donc, comme il est connu pour être le geek de la classe, je lui envoie un tweet discrètement moi aussi, puisqu'un exposé est en train d'avoir lieu. Donc, je lui dis, est-ce que vous êtes avec nous? Il ne me regarde pas. Pourtant, on est en face à face. Et je reçois une réponse par Twitter et il me dit, monsieur, le Wi-Fi de l'école ne marche pas. Il venait de taper dans Wikipédia ou dans Google un mot qui venait d'être prononcé. Il était attentif. Et comment je percevais ça? Intéressant. Dans un autre master à Paris 1, à la Sorbonne, multimédia interactif, j'invite un intervenant qui parle, etc. Puis je passe un peu, là on est chez des geeks, des étudiants qui sont sur écran tout le temps, je vois qu'ils sont en fait finalement comme nous quand nous sommes appareillés au numérique. En fait. Ils ont plein de fenêtres ouvertes en même temps, ils notent des choses, donc l'intervenant dit pixel perfect, je vois l'étudiant, il tape pixel perfect dans Google, il tape pixel perfect dans Wikipédia, il écrit pixel perfect dans un fichier texte, après il regarde les notifications Facebook, après il attend. Il attend l'idée suivante, il suit. Donc il y a comme ça une reconfiguration cognitive, techno-cognitive, assez intéressante de l'attention. Un autre exemple, un contre-exemple, pour bien montrer que c'est plus compliqué que le numérique. Quand j'étais prof de terminale, de philo, dans une école d'art et de design là aussi, une terminale art appliqué, beaucoup d'étudiants dessinent. Ça fait partie de leurs enseignements. Et ceux qui n'écoutent pas dessinent, en soi-disant n'écoutant pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils n'écoutent pas. Et j'ai la preuve qu'en fait, ils peuvent écouter en dessinant, puisqu'un jour, au fond de la classe, un élève qui, on est en terminale, les élèves ont bientôt 18 ans, moi je ne fais pas la police, ceux qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Et puis j'en vois un qui n'écoute jamais, enfin je crois qu'il n'écoute jamais, puisqu'il dessine tout le temps. Donc déjà, au moins, il ne prend pas de notes. À moins qu'il arrive à coder graphiquement les idées, mais bon, c'est peut-être un peu complexe. Et un jour, je pose une question comme tous les jours finalement en cours, et il répond. Et moi, j'ai été choqué. Choqué parce que je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'est intéressant. Comment se manifeste l'écoute? C'est pas qu'une affaire de numérique. Et nous suspectons trop facilement les gens de ne pas nous écouter lorsqu'ils sont sur un écran. Donc, par provocation, j'aime bien dire parfois aux enseignants, pourquoi ne me faites-vous pas confiance, si je me mets dans la peau de l'élève, si je suis votre cours sur écran, plutôt que sur papier? De quel droit vous jugez mon appareillage psychocognitif? Oui, peut-être que je regarde des vidéos sur YouTube, mais peut-être que je vous écoute. Et si je vous écoute, c'est que c'est mon choix d'appareillage, c'est pas mon âge, c'est mon choix. Et on peut très bien, même âgé, choisir de s'appareiller ainsi. Un jour, j'ai dû m'excuser à une table ronde dans un colloque pour annoncer que sur mon smartphone, je n'étais pas en train de chatter avec ma chérie, mais en train de prendre des notes, ce qui était en train d'être dit. Et donc ça aussi, c'est intéressant. Passons maintenant à la lecture, pour finir sur mes exemples. Là aussi, comment se manifeste l'acte de lire? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire en fait, donc je vais aller plus vite. Comment on sait que quelqu'un lit un livre ou un article ou voit une vidéo? Ça c'est intéressant. Comment se manifeste la prise de notes, ce que je disais à l'instant? Comment je sais qu'en fait quelqu'un prend des notes? Pourquoi réduire ce que font les gens au fait d'être sur écran?
Des fois, on entend « Oui, alors sur écran, le temps quotidien moyen pour telle tranche d'âge, c'est tant d'heures. » Moi, j'ai envie de répondre « Et vous avez calculé le temps moyen d'exposition aux vêtements ?» Vous avez regardé les rats de bibliothèque, le temps moyen d'exposition au papier? Je sais pas, personne s'inquiète de l'addiction au textile pour les vêtements. Personne ne s'inquiète de l'addiction aux sous-vêtements, qui n'est pourtant pas un standard anthropologique universel. Personne ne s'inquiète de l'addiction au papier, au bois, ici présent. Donc, tout cela est étonnant. Situation vécue, dans le métro à Paris il y a quelques mois, je prends cette photo et je me dis, bah voilà, elle est parfaite cette photo. Quelle différence, finalement, au plan psychologique, phénoménologique ou cognitif? Ça se trouve, cette personne est en train de lire le dernier rapport d'évaluation de la ERS sur l'université Stendhal. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc là aussi, hein, touche pas à mon autophanie, ça veut dire respecte mon appareillage psychocognitif. C'est comme ça que je médiatise mon rapport au monde, et c'est pas forcément suspect. L'écriture, on pourrait en parler beaucoup, je vais le faire vite parce que j'aimerais carrément faire un prochain livre, mais là aussi, comment se manifeste l'acte de pensée dans l'écriture? On sait qu'aujourd'hui, les questions d'écriture cursive, l'écriture en attaché font débat aux États-Unis. 45 États ont annoncé qu'ils adoptaient l'écriture en script par rapport à l'écriture cursive ou en attaché. Il y a ceux qui disent dans le tracé de la lettre, on apprend la lettre, alors que dans la frappe, on n'apprend rien. Moi, je ne suis pas si sûr, parce que est-ce qu'écrire sur un clavier, c'est vraiment perdre en capacité de penser? Je ne sais pas. En tout cas, je m'étonne là aussi de certains travers phénoménologiques. Exemple, double page du Monde, page culture du Monde. Faut-il encore écrire à la main? Où on oppose l'écriture sur nos appareils, l'écriture à la main. Et là, moi, je me dis une chose très simple. Quand j'écris sur mon clavier, j'écris avec mes mains. J'écris pas avec mes pieds ou mes yeux. Et je me dis, mais moi, j'écris à la main sur mon clavier. Moi, je le vis comme ça, phénoménologiquement. Et je sens dans la motricité des gestes de mes doigts passer la cognitivité de mes idées, comme le guitariste sur le manche de son instrument, comme le pianiste. Pourquoi on fait cette opposition? Je ne sais pas. Ça m'étonne. Là, je lance des étonnements. Hein, donc, l'écriture en script, est-ce que c'est vraiment un problème pour apprendre à écrire? Je ne sais pas. Donc, je vous laisse en décider. Mais j'aurais envie de penser que pas forcément. Après tout, avant le papier, il y avait des tablettes d'argile. Un jour, j'ai dû faire une lettre manuscrite sur du papier, ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Parce que, bon, ma maman était secrétaire de formation, m'avait appris 2-3 trucs, donc très vite, j'ai tapé très vite avec mes 10 doigts par plaisir personnel. Je tape plus vite que je n'écris sur du papier. Et un jour, j'ai dû faire une lettre papier. J'ai cru mourir de la main. Et je vous explique pourquoi. Je ne suis pas en train de faire l'éloge absolu et sans limite de l'écriture sur clavier. Je voudrais juste témoigner d'une expérience vécue, en fait, de la phénoménologie, de l'acte d'écrire, du geste d'écrire. Et il se trouve que dans mon cas personnel, je pourrais faire un article d'auto-observation là-dessus, j'ai remarqué que le jour où j'ai dû réécrire sur du papier, qu'en fait, il fallait que je me concentre pour que les lignes soient parallèles sur le papier. Il fallait donc que j'ai une dépense d'énergie cognitive et musculaire pour ça, que je n'ai pas, en fait, quand j'écris sur le clavier. Donc ça veut dire que cette énergie, je l'utilise à autre chose. J'ai aussi remarqué que j'écrivais plus vite. Avec le clavier. J'en ai déduit l'idée que parce que j'ai choisi de m'appareiller et que je tape des 10 doigts, parce que j'ai appris à le faire, eh bien ce choix m'a amené à une expérience scripturaire différente que pour ma part, je préfère. Elle va plus vite et plus efficace pour plein de raisons. Et j'écris différemment, on pourrait parler du coupé-collé et autres tactiques pour le coup d'écriture. Mais je me dis, mais on a déjà vécu ça. Pourquoi les écrivains, quand ils écrivent sur une machine à écrire, c'est noble et beau, comme on l'immortalise dans les films, et pourquoi pour nos enfants c'est dangereux? Alors il y a sûrement des enjeux cognitifs d'apprentissage de l'écriture. Mais on peut s'étonner des raccourcis faciles qui sont faits parfois. Voilà. Alors je vais avancer un peu. J'aime bien cette phrase de Michel Serres, que foutaient nos neurones avant l'invention de l'écriture. C'est intéressant parce que ça nous rappelle que justement nos facultés cognitives ne sont pas stables, qu'elles sont labiles, qu'elles sont plastiques, que le cerveau est plastique, et que justement, petite poussette, l'être humain d'aujourd'hui qui tient le monde avec son pouce sur son smartphone, il n'y a peut-être pas de raison d'avoir peur qu'il n'ait plus de mémoire, plus d'esprit de synthèse, plus de connaissance de l'écriture, plus d'intelligence de la lettre, et que sais-je encore, sous prétexte qu'il aurait adopté des outils numériques pour le faire. Je m'inscris assez bien, moi, dans cette vision-là. Voilà, alors je vais passer là-dessus. Pour conclure avec quelques réflexions sur la relation que m'a aussi inspiré d'avoir écouté vos ateliers,
entre ontophonie et littératie. Il me semble qu'il y a des choses qu'on peut associer. Si l'ontophonie numérique, c'est cette espèce de nouvelle bulle phénoménologique dans laquelle on est. Ça veut dire que dans cette bulle, on tisse, on apprend de nouveaux appareillages psychocognitifs. On s'appareille au monde pour n'importe quelle tâche avec d'autres appareils, justement. Et donc, sur le plan psychocognitif, j'insiste sur le psychocognitif de ça. Pour moi, ça veut dire phénoménologique, puisque la psychologie cognitive est une vision un peu réductrice, d'une certaine manière, de l'esprit humain. Psychocognitif, c'est un peu plus large, ça permet d'inclure cette approche phénoménologique, mais jusqu'à quel point, voilà, nous sommes en train d'assimiler cette ontophonie numérique. Finalement, je ne sais pas. Après avoir fait une quarantaine de sites web dans des milieux différents, être confronté à plein d'usagers différents, je m'aperçois qu'en fait, le problème, c'est pas de savoir créer des outils et savoir bien les concevoir et les mettre entre les mains des gens, c'est est-ce qu'eux ont envie de les adopter. Je pense que vous vivez ça aussi avec les dispositifs pédagogiques en ligne. J'ai eu déjà des remarques faites sur ces questions. Et donc je me demande si adopter les outils, un aspect assez technique, n'est pas lié à une assimilation phénoménologique du moment dans lequel on est. Et là je laisse la question ouverte. Ou autrement dit, dans quelle mesure l'assimilation de la littératie numérique dépend-elle de l'assimilation de l'ontophonie numérique? Le problème, c'est que, du coup, je vais passer sur tout ça pour aller un peu plus vite. Je vais prendre l'exemple de l'agenda, qui est un espace technique de perception du temps, de pensée du temps, de gestion du temps. Je vais peut-être juste prendre ça. La technoésie numérique, on aime bien les mots. La technoéthique, nous, l'esprit, pensée. Donc c'est l'idée, alors j'aime bien l'idée de performativité qu'il y a dans vos disciplines, qui est assez intéressante. Et alors du coup, je me suis demandé, je ne sais pas si ça a été tenté, pas trop l'impression, mais si on ne pouvait pas parler de performativité technique, c'est-à-dire comment la pensée se performe dans l'écriture par une technique d'écriture. Et à ce titre, il me semble qu'il faut qu'on étudie ça, la performativité technonoétique du numérique, c'est-à-dire la manière dont la pensée se performe techniquement à part du numérique. Et étudier ça qualitativement, pour accéder au plan de l'acculturation au numérique et pas seulement au plan de l'outil ou du dispositif. L'exemple de l'agenda est pas mal parce que là, pour le coup, je vais rapporter une expérience vécue encore par moi, mais une expérience de résistance de mon esprit à aller vers l'agenda électronique. Autant je suis passé très facilement à la dactylographie, on va dire, parfait, je vais finir là-dessus, autant pour l'agenda, j'ai beaucoup souffert. Parce que j'étais habitué à mon petit agenda de septembre à septembre, depuis des années, que j'adorais. J'adorais le toucher de la petite couverture en faux cuir. J'adorais l'odeur de ce papier un peu léger, crème. J'étais un amoureux du papier, vraiment. Je le suis peut-être encore d'ailleurs. Mais il m'a fallu un temps fou. Je me suis dit, mais il faut que tu y arrives, il y a plein de trucs à tenter avec ça. Et j'y arrivais pas. Donc j'avais plein d'appareils numériques et mais toujours mon petit agenda. Finalement, bon, ça s'est fait en testant notamment celui-là, iCal, que je chante encore abandonné depuis. Et je parle souvent de ça parfois avec des collègues qui, eux, y arrivent ou n'y arrivent pas, le font ou ne le font pas, le veulent ou ne le veulent pas. Et ça me semble intéressant parce que l'idée, elle est là. Si je peux percevoir le déroulement du temps, j'insiste sur chaque mot, percevoir, on parle de la perception. Si je peux percevoir le déroulement du temps d'une manière qui fasse sens pour moi, dans mon agenda, mon quotidien, mon travail, qui fasse sens donc au plan psychocognitif, tout cela via un agenda numérique. Si je peux arriver à ça, alors c'est qu'il s'est produit pour moi une acculturation phénoménologique complète. Une acculturation de quoi? De ma capacité technoéthique, n'est-ce pas, à gérer le temps. Si je peux adopter l'agenda électronique et m'en sortir aussi bien, voire mieux, c'est quand même l'idée, alors j'aurais réussi l'acculturation numérique de ma gestion du temps. Est-ce souhaitable ou pas? C'est à moi de voir, c'est une question d'appareillage et pas d'âge. Mais dans ce cas-là, je dirais que j'acquiers plus de littératie numérique parce que j'intègre mieux l'ontophonie numérique. Et je pense qu'on a peut-être un problème là au niveau de la formation, c'est que quelqu'un disait ça dans un atelier tout à l'heure, il faut dépasser les compétences techniques pour envisager les enjeux psychocognitifs qui sont pour moi du coup liés à la perception. Alors voilà, je crois que c'est la dernière image, la littératie numérique, elle n'est pas seulement une question technique d'adoption de nouveaux outils, d'apprentissage de nouvelles compétences, c'est pas qu'une affaire de dispositif, c'est une question voilà, d'acculturation phénoménologique. Mais le problème, si on admet ça, c'est que à quoi va-t-on former? Il ne faut pas seulement former aux outils, peut-être. Il faut former aux cultures numériques. Le problème de la culture, c'est qu'elle se fait en principe toute seule.
en vivant avec autrui dans un espace socio-technique donné? Alors là, je n'ai pas de réponse à cette dernière question. Comment forme-t-on et se forme-t-on aux cultures numériques et pas seulement aux outils numériques? Voilà, il y a un article auquel vous pouvez éventuellement jeter un œil sur la question de l'amitié sur Facebook et la perception justement de l'amitié qui, à mon avis, a joué un rôle d'acculturation numérique très fort, qui fait que c'est si fort chez les jeunes. Ils sont acculturés numériquement à la sociabilité numérique, mais ils ne sont pas forcément, acculturés numériquement à d'autres techniques ou dispositifs. Merci.